Qui n'a jamais rêvé de parcourir le monde, de poursuivre ses rêves? Partir à l'aventure. Se réveiller dans des endroits magiques. Explorer et découvrir le monde. Et bien sûr, faire des rencontres extraordinaires tout le long de la planète. C'est depuis un petit village du Tarn que je me lance dans cette aventure avec Christophe, un ami d'enfance. Nous arrivons rapidement en Espagne, où il est difficile de faire du stop. Nous passons parfois de longues journées pour n'avancer que de quelques dizaines de kilomètres. Le challenge, c'est aussi se nourrir du gaspillage des uns, de la générosité des autres, de dormir dehors à la belle étoile ou chez l'habitant. Finalement, notre persévérance finit par payer et nous rencontrons Dimi, un jeune Allemand qui descend aux portes de Gibraltar. Enfin, le rocher du territoire britannique pointe le bout de son nez. Petite particularité, il faut traverser la piste d'atterrissage pour pouvoir accéder à la ville de Gibraltar. Rapidement, nous cherchons une embarcation pour rejoindre les Canaries, car dans quelques temps, rares seront les bateaux qui tenteront la traversée. Et finalement, un couple de Français nous propose d'utiliser les douches du port. Un peu plus tard, nous sommes invités sur leur catamaran pour prendre le café. Le lendemain matin, la bonne nouvelle tombe, nous ferons la traversée avec eux. Nous quittons le rocher en partageant le canal avec d'immenses cargos. Petit à petit, nous perdons les côtes de vue et nous nous retrouvons au milieu du Grand Bleu. Rapidement, nous découvrons la beauté de cette immensité. Portés par le vent, nous avançons vers les Canaries. Les journées sont rythmées par la cuisine, les discussions avec le capitaine, les repas, la récolte d'objets insolites, mais aussi par de longues séances d'observation des dauphins venus jouer avec les traves du navire. Nous naviguons sur une mer d'huile. Mais petit à petit, le vent se lève, la houle se forme. Et le lendemain, nous faisons face à des creux de 5 mètres. Ça secoue, donc sécurité oblige, nous nous harnachons. Soudain, le capitaine voit quelque chose. C'est une petite baleine venue jouer avec le bateau et les vagues. Après 5 jours de navigation, les Canaries se dessinent devant nous. Nous jetons l'ancre sur la petite île de la Graciosa. Après avoir fait le tour de l'île et de son village de pêcheurs aux maisons blanches, nous faisons du ferry-stop pour rejoindre l'île de Lanzarote. L'île de Lanzarote est magnifique, surtout avec son beau soleil d'hiver. Petit clin d'œil, nous rejoignons la marina à bord d'une petite 4L. Et la recherche d'une embarcation se poursuit.
Déjà, il est temps pour Christophe de me quitter. Il va rester un petit peu aux Canaries. Quant à moi, je dois toujours trouver un bateau pour traverser l'Atlantique. Depuis que je suis parti, je n'ai pas dépensé un centime, excepté pour participer aux frais de navigation. Cela implique donc de dormir dehors, de se nourrir du gaspillage alimentaire qui est déconcertant, et de trouver des astuces pour se laver. À force, on commence à me connaître dans la marina, alors parfois, on m'offre l'hospitalité et on m'autorise à dormir à l'intérieur ou sur le pont des bateaux. Je rencontre aussi des jeunes locaux avec qui je fais un peu de sport. Et puis, pour passer le temps, je lis et je visite l'île. Bonne nouvelle, j'ai trouvé un bateau pour faire la transatlantique. Comme le bateau se trouve dans une autre marina, c'est Didier et Dominique qui vont m'y conduire. Ce bateau n'est nul autre que le Kisanga, catamaran avec lequel je suis venu depuis Gibraltar. Ils sont presque prêts à partir et le capitaine m'a proposé de m'embarquer. Pendant que certains sont partis acheter des provisions, je contribue à monter le désalinisateur. Comme le veut la tradition, nous peignons le logo du navire sur le port. Le Kisanga avitaillé, il ne nous reste plus qu'à fêter le départ avec l'équipage de notre catamaran. Enfin, l'heure du départ a sonné et nous larguons les amarres. Je suis partagé entre excitation et nostalgie. La prochaine fois que je verrai la Terre, ce sera dans plus de 3 semaines. Nous hissons la grande voile et mettons cap vers le sud-ouest. Petit à petit, nous nous éloignons des côtes. À bord, nous sommes 6 à nous partager les quelques mètres carrés du bateau. Il y a Francesco le capitaine, Émilie sa femme, Matteo et Elisa leurs 2 enfants, Souris une équipière et moi-même. De chaque côté dans chaque coque, il y a une salle de bain avec ses toilettes qui fonctionnent à l'eau de mer et 2 cabines, une à l'arrière, une à l'avant. C'est dans celle-ci que je dors. La vue est splendide. Et chaque jour, l'océan change de robe au gré des éléments. La nuit, il y a l'écart. Le mien commence vers 4 h du matin. Je dois surveiller le bateau. Les films me tiennent éveillé. L'avantage de faire le dernier quart, c'est que tous les matins, j'ai droit à de magnifiques levées de soleil. Après le quart, ma seconde mission consiste à mettre la canne à l'eau, car à bord du Kisanga, on pêche. L'euphorie est toujours au rendez-vous quand nous attrapons un poisson. Nous remontons des dorades coryphènes et des bonites. C'est sûr, on va se régaler. De la pêche à l'assiette, tout le monde est mis à contribution. Nous remplissons le frigo, mais pas que.
Bref, avec nos 2 cuisinières hors pair, on se régale à bord. Nous avons même eu le privilège de manger nem et tagine fait maison au milieu de l'Atlantique. À bord, on ne fait pas que manger. Il faut aussi faire des manœuvres quand le vent évolue. En navigation, Francesco le capitaine m'apprend énormément de choses. Aujourd'hui, comme il y a un faible vent arrière, nous hissons le SPI. Le SPI, c'est cette immense voile de plus de 90 mètres carrés qui permet de faire avancer le bateau, même quand les vents sont cléments. Le bateau est en permanence dirigé par le pilote automatique. Et comme pour tout le reste de l'équipement, celui-ci est alimenté par les panneaux solaires. Ainsi, chacun peut vaquer à ses occupations. Lecture, écriture des articles de blog, sans oublier les séances de découpage du jambon. Le matin, on retrouve souvent des poissons volants qui se sont échoués la nuit sur le catamaran. Nous sommes au beau milieu de l'Atlantique, et comme aujourd'hui il n'y a ni houle ni vent, le capitaine autorise une petite séance baignade. Se baigner par plus de 5000 mètres de profondeur au milieu de l'océan est une expérience unique. Retour à bord où la vie suit son cours. Comme dans une maison, on fait le ménage, la vaisselle. Il faut juste être bien calé pour ne pas tomber si une grosse vague frappe le bateau. Nous lavons la vaisselle à l'eau de mer, puis la rinçons avec un filet d'eau douce. Comme l'eau douce est précieuse, nous lavons juste quelques vêtements à la main. Vous vous doutez donc bien que les douches sont rares, mais il existe une technique pour se doucher avec très peu d'eau douce. On se mouille avec des seaux d'eau de mer. Puis on se savonne. Et enfin, on se rince avec un pulvérisateur rempli d'eau douce. Concernant les déchets, on enferme le plastique dans des sacs poubelles. Et on jette tout le reste à la mer. Ces déchets seront rapidement désintégrés par l'eau salée. Manœuvre. Exercice. Repos. Je profite tout simplement. Entre lever et coucher de soleil, chaque jour, le rêve de traverser l'Atlantique devient un peu plus réalité. Après 22 jours de navigation, la Terre est en vue. J'ai un peu de mal à le concevoir, mais je viens de traverser un océan à la voile. Et je retrouve la sensation de la terre ferme. Je pars explorer la Martinique. Et bonne nouvelle, le stop fonctionne à merveille. Jérôme me propose l'hébergement. La vue depuis sa terrasse est imprenable. Je passe une excellente nuit sur le canapé. Le lendemain, j'ouvre ma première noix de coco et je passe une belle journée à la plage.
Il y a autre chose que j'aime bien, c'est la canne à sucre. Je visite un petit village reculé au bord de mer avant de m'enfoncer dans la jungle. Ce que j'aime dans les Caraïbes, c'est qu'on trouve des fruits sauvages un peu partout. Il est également facile de trouver de l'eau potable dans la jungle. C'est sur cette plage de sable noir que je passerai la nuit sous ce petit abri. Me voici maintenant à Saint-Pierre. C'est l'ancienne capitale de la Martinique, qui fut détruite au début du XXe siècle par l'éruption de la montagne Pelée. Je recherche maintenant un bateau pour la Guadeloupe. En attendant, je passe la nuit sur la plage ou chez l'habitant. Et je profite de cette splendide piscine qu'est la mer des Caraïbes. Larguer les amarres, direction la Guadeloupe. Je fais la traversée avec Gérard et Françoise, qui m'ont gentiment invité à bord. J'ai la chance d'avoir une grande chambre pour moi tout seul. Quelques heures plus tard, la Dominique est à portée de main. C'est ici que nous passerons la nuit. Le lendemain, nous rallions la Guadeloupe. Je suis récupéré par Pierre, une connaissance locale. Ce petit lieu de paradis est parfait pour récupérer les 2 mois et demi d'aventure que je viens de vivre. Et j'en profite aussi pour réparer mon sac qui a déjà beaucoup souffert. Entre mer et ciel, la Guadeloupe est magnifique. Je donne un coup de main à Pierre. Ainsi je m'improvise jardinier, mais aussi électricien. Ce qu'il y a de bien avec la Guadeloupe, c'est que l'on peut rapidement passer de la mer à la jungle. Pierre me propose un peu de travail pour financer mes futurs billets d'avion. Pendant mon temps libre, j'explore les environs à vélo. Et ce que j'aime faire, c'est ramasser des fruits tropicaux. Fruits de la passion, goyave, abricot le pays. La Guadeloupe regorge de fruits divers et variés. Mais il y en a un que j'aime tout particulièrement, c'est la noix de coco. Car on peut en extraire le lait, la chair et faire de jolis petits bols avec la coque. On trouve aussi sur l'île toutes sortes d'insectes et d'animaux. Allant du colibri aux petites vaches solitaires. Pierre continue à me faire découvrir son île. Et sur 3 ou 4 roues, presque rien n'arrête sa petite voiture. Sur la route, on trouve des marchands ambulants, des poules au milieu du rond-point et même des cyclistes sur les 2 fois de voie. Les cimetières singuliers sont aussi à l'image de la Guadeloupe.
Nous nous apprêtons à grimper au sommet de la Soufrière, seul volcan de la Guadeloupe. En haut, la vue est irréelle, et les fumées se mélangent avec les nuages. Avec toutes ces échappées de gaz, la Soufrière porte bien son nom. Retour chez Pierre, où je m'apprête à récolter un régime de bananes. On les récolte vertes, puis elles mûrissent avec le temps. En défrichant les repousses de coco, je récolte les cœurs de palmier. Nous les mangerons en salade. Aujourd'hui, nous partons à la recherche de sources d'eau chaude. Les rivières en abritent de nombreuses grâce à l'activité volcanique de l'île. En voilà une, c'est extrêmement agréable. Mais ma préférée, c'est ce petit bassin avec la vue imprenable sur l'immense cascade. De retour sur les belles plages de Guadeloupe, nous faisons de la plongée, mais aussi du snorkeling. Ainsi je découvre la fabuleuse biodiversité marine. J'apprends aussi à féconder les gousses de vanille. En ce jour de Pâques, nous partons faire une excursion en bateau. Nous mettons cap sur une petite île déserte pour aller pique-niquer. Le ventre bien plein, nous faisons un détour par la mangrove avant de rentrer au port. Il est temps pour moi de quitter Pierre et de rejoindre Saint-Martin, une île plus au nord, située à quelques centaines de kilomètres. L'île de Saint-Martin appartient à deux pays. J'atterris sur la partie française. En 2007, l'ouragan Irma laissa de profondes balafres à cette île. Des lieux entiers sont abandonnés, comme ce camping où je m'apprête à passer la nuit. Ici, j'aperçois les premières traces de l'Amérique. Comme partout, le gaspillage alimentaire est aberrant. Je quitte la partie française pour pénétrer en territoire hollandais. Le tour de l'île doit faire une quarantaine de kilomètres, dont je parcours une bonne partie à pied. À Saint-Martin, on trouve des iguanes, ces drôles de gros lézards. Il y a aussi du coton et du tamarin. Je continue à me nourrir du gaspillage des autres. Mais être libre d'évoluer dans des décors comme celui-ci, ça n'a pas de prix. Se réveiller le matin sur la plage est un vrai bonheur. Je me dirige maintenant vers l'aéroport. Nous décollons pour la Floride. Enfin, Miami se dessine sous mes yeux.
je me dirige vers Miami Beach, point de départ d'un défi personnel. Le but, rallier la côte ouest du pays, uniquement en stop. Je suis chanceux car les premiers conducteurs m'invitent dans un buffet à volonté. Repu, je fais la connaissance de Daniel, un routier avec lequel je vais rouler une bonne partie de la nuit. Aujourd'hui, je vais à Panama City Beach. La plage y est réputée pour être l'une des plus belles des États-Unis. Il y a aussi un immense rassemblement de motards venus avec leurs motos complètement déjantées. À l'avant ou à l'arrière des pick-up, je poursuis ma quête. Aux États-Unis, on trouve des grosses voitures, des gros camping-cars et des armureries. Je rencontre Robert qui me laisse son camping-car. Il me propose aussi des petits jobs. Après une semaine, il est temps pour moi de reprendre la route. Une fois de plus, les routiers me donnent un sacré coup de pouce. Je dois traverser un pont long de 40 km pour arriver à la Nouvelle-Orléans. La vieille ville est caractéristique de la Nouvelle-Orléans, avec ses rues pleines de vie, ses artistes et ses musiciens. Ce matin, je me réveille un peu malade, mais ça ne m'empêche pas de faire de superbes rencontres, de rouler au milieu d'un cimetière pour chercher les noms français, car la Louisiane a appartenu à la France au XVIIIe siècle. La journée se termine par la rencontre de Clint avec son long pick-up. Spontanément, il m'invite chez lui et me fait découvrir une spécialité locale, les écrevisses. Le jour suivant, après avoir traversé le Mississippi et ses immenses barges, Clint me réserve une activité typique américaine, ce qui n'est pas sans amuser mes hôtes. Tell me where you're from. I'm from France. Je rencontre aussi ses amis dans un bar et il m'offre même une nuit d'hôtel avec vue sur le Mississippi. C'est avec le cœur lourd que je le quitte, lui qui m'a traité comme un fils. Je poursuis ma route vers le Texas et petit à petit, la forêt laisse place aux plaines. C'est à bord d'une voiture semi-autonome que je traverse Dallas. Les Texans sont réputés pour leur sympathie, et c'est vrai. Ils me font goûter des spécialités locales, ils m'hébergent, et Jesse va même jusqu'à se transformer en guide touristique. Ainsi nous visitons un ranch, la campagne texane, des puits d'extraction du pétrole, sans oublier les Longhorns, ces vaches aux longues cornes. Aujourd'hui, nous roulons vers le nord du Texas. Voici Cadillac Ranch, un champ où poussent de vieilles Cadillac. Je passe aussi quelques soirées avec des jeunes super sympas. Ils m'amèneront randonner dans ce joli parc. Dans de gros camions ou à l'arrière des pick-up, je poursuis ma quête vers l'ouest. Cette nuit, je suis réveillé par un orage qui m'oblige à me mettre à l'abri.
Je suis maintenant en route pour le Colorado. Malgré que nous soyons en mai, en prenant de l'altitude, il se met à neiger. William tenait absolument à me montrer le Stanley Hotel, perché au pied des Rocheuses. Ici, les élans se promènent en liberté. Après avoir passé la nuit chez lui, William me réserve une dernière surprise. But sleep won't come the whole night through. Your cheek home will tell on you. Je traverse cette splendide chaîne de montagnes qui semble s'étendre à l'infini. Et petit à petit, le désert reprend ses droits. Je passe voir les célèbres arches de l'Utah. Et je continue à profiter de la vue offerte par ces grands territoires. Je viens de pénétrer dans la réserve des Navajos, un peuple d'Amérindiens. Dans ces immenses espaces, on trouve quelques petits villages avec seulement l'essentiel. Aux États-Unis, il y a beaucoup de motels, lieux de repos pour les automobilistes. Mais celui que je m'apprête à visiter est un peu particulier. En effet, à Wigan Motel, ce sont les tipis qui font office de chambre. Je continue mon pari de ne pas dépenser un centime en me nourrissant d'aliments juste périmés. Je retrouve la fameuse route 66 qui me conduit vers l'ouest. Je demande à être déposé au milieu de nulle part pour partir explorer le désert. À part quelques fleurs, il n'y a rien. Lorsque soudain, un troupeau de chevaux semi-sauvages fonce sur moi et marche à mes côtés pendant plusieurs minutes. Enfin, je trouve ce que je suis venu voir. Un immense cratère, fruit d'une météorite venue s'écraser il y a plusieurs milliers d'années. De retour sur le bitume, je me dirige maintenant vers le Grand Canyon. Le Grand Canyon est tellement démesuré qu'il faut le voir pour le croire. Lorsque je fais du stop, c'est toujours une montée d'adrénaline quand une voiture s'arrête. Bienvenue en Californie. Voici Salvation Mountains. C'est une colline au milieu du désert qui a été peinte par un homme voulant témoigner son amour pour Dieu. À côté de cette colline, il y a une autre curiosité, c'est Slab City. Squat en plein désert, il y a une église, une librairie, une salle de spectacle, et des œuvres plus ou moins loufoques. Vous l'aurez compris, Slab City, c'est un monde à part. Et déjà Los Angeles se dessine sous mes yeux. Défi réussi, voici Santa Monica, la fin de la route 66 et la porte de l'océan Pacifique. Quand je suis en ville, je dors là où je peux. Je vais maintenant voir le parc naturel de Yosemite Valley. Le lieu est magnifique.
Il abrite une grande diversité de fleurs, mais aussi bon nombre d'ours, c'est pourquoi il y a des poubelles spéciales. Ici aussi la récupération alimentaire est de rigueur. Ce matin, je vais voir les séquoias géants. Vieux de plus de 2000 ans et mesurant une soixantaine de mètres de haut, ils sont tout simplement énormes. On peut même creuser dans leur tronc un tunnel assez large pour laisser passer une voiture. J'essaye de toujours apporter quelque chose aux personnes qui m'aident dans ce voyage. C'est pourquoi ce soir, j'aide un doctorant à nettoyer ses coraux. Le brouillard signale la proximité de San Francisco avec le Golden Gate, la prison d'Alcatraz, le monument des Beaux-Arts, ainsi que ses typiques rues vallonnées. Après avoir bien dormi dans l'aéroport, je m'apprête à décoller pour Singapour. Dès mon arrivée à l'aéroport, une machine automatique donne le ton. À Singapour, on trouve bon nombre de petits quartiers, nichés au pied des buildings. Les musées sont comme la ville, modernes et futuristes. Ainsi, la ville semble avoir trouvé un juste compromis entre béton et verdure. Le jardin botanique abrite une grande variété de plantes. Et la diversité, c'est la force de cette ville multiethnique. Dans les centres commerciaux, on peut trouver de grands bassins et même des arbres. Les food courts sont une sorte d'immenses selfs dans lesquels on peut acheter une grande variété de mets. Le durian est un fruit particulier car il est interdit dans la plupart des lieux publics à cause de l'odeur qu'il dégage. Cela n'empêche pas les habitants d'en raffoler. On ne peut quitter Singapour sans avoir vu les curiosités architecturales de Marina Bay. Et quand la nuit tombe, la ville semble prendre vie. Je quitte la ville bien pensée de Singapour pour la Malaisie. En demandant de l'eau, je rencontre une famille super sympa qui m'offre même un pique-nique pour continuer mon voyage. Je viens d'arriver à Malacca et je débute mon séjour par la visite d'une mosquée construite sur la plage. Car la majeure partie des Malaisiens sont musulmans. Ce qui n'empêche pas la ville d'abriter d'autres lieux de culte. On trouve de nombreuses églises, héritage de la colonisation. En effet, au XVIe siècle, les Portugais prirent possession de Malacca pour utiliser son port idéalement situé. Je fais du stop pour rejoindre la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. On est tout de suite saisi par toutes ces tours imposantes. Et pourtant, Kuala Lumpur n'a pas encore fini sa croissance. C'est un peu la petite sœur de Singapour, avec ses parcs et ses immeubles futuristes. Au nord de Kuala Lumpur, on trouve Batu Cave, un magnifique temple hindou. Territoire de petits singes malicieux qui se nourrissent aussi du gaspillage des autres.
La grande particularité de ce sanctuaire est qu'il a été en partie aménagé dans des grottes. Retour à Kuala Lumpur, où les buildings cohabitent avec les parcs. Les mosquées sont splendides et elles se visitent pieds nus avec des tenues spéciales. Je voyage vers le nord de la péninsule malaise, jusqu'à la ville de Penang. Comme en Asie tout est moins cher et que j'ai déjà gagné un peu d'argent, je dors dans des auberges de jeunesse. La Malaisie est aussi un pays multiethnique. Et ce que je préfère se trouve dans les petites rues, car on peut trouver des vendeurs indiens avec leurs mets délicieux. C'est une explosion de saveurs dans la bouche, un régal pour les papilles. C'est en train que j'entre en Thaïlande. Et je suis comme un gamin quand je m'aperçois que lorsque le train roule, les portes sont ouvertes et qu'il n'y a pas de vitres. Me voici à Krabi, dans le sud de la Thaïlande. Attention, en Thaïlande, on roule à gauche. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut rapidement passer de la mer à la jungle. Il faut gravir plus de 1200 marches pour arriver au temple du tigre perché dans les montagnes. Je fais un peu de stop, en voiture ou en sidecar. Et je prends le train direction le nord du pays. C'est parti pour plus de 30 heures de voyage, car le train s'arrête souvent dans des stations où œuvrent encore les chefs de gare avec leur drapeau. Le wagon se remplit et se vide au fil de la journée. Il y a en permanence un flux de vendeurs proposant de la nourriture. Après avoir dormi comme j'ai pu, j'arrive à Chiang Mai. La ville abrite pas moins de 200 temples, tous plus beaux les uns que les autres. Je fais une petite excursion à proximité pour aller voir la forêt thaïlandaise. Aujourd'hui se déroule une fête religieuse à Chiang Mai et la tradition veut que tout le monde soit invité à manger au banquet. C'est un vrai festin. Ce matin, je m'élance pour 4 jours de road trip sur mon petit scooter. Je gravis le Doi Inthanon, plus haut sommet de Thaïlande, avec ses 2500 mètres d'altitude. Puis, je redescends me perdre dans les petites routes bucoliques. Bitume ou non, rien ne m'arrête. Et quand la route s'effondre, je continue à pied. C'est ça, la liberté. Le soir, j'installe mon campement là où je peux. Les paysages sont multiples et séduisants. Je m'arrête au bord des routes pour me remplir le ventre et faire le plein. Je pars explorer Coral Cave. Il n'y a personne, alors c'est seul que je pénètre dans la grotte. C'est une expérience unique que de découvrir ces formations géologiques dans le plus grand des silences. Je poursuis mon road trip pendant que les buffles barbotent dans l'eau.
Cette nuit, on m'a gentiment prêté une tente pour dormir. Après 1000 km parcourus, je prends le train pour rejoindre Bangkok. Dans la capitale comme partout, on trouve de nombreux portraits du roi. Les rues pleines de vie font le charme de Bangkok. On y trouve de tout. Je goûte quelques larves grillées avant de rejoindre l'aéroport et m'envoler pour l'Europe de l'Est. J'atterris à Kiev, en Ukraine. Ici aussi, je peux me nourrir pas cher avec de grosses miches de pain. Pour faire du stop, il faut agiter la main de bas en haut. Mais les routes ne sont pas toujours en bon état. Voici la plage d'Odessa, et la mer Noire est plutôt fraîche. Régulièrement, c'est ici que certains habitants viennent chercher leur eau potable. Je suis pris en stop par un couple d'Ukrainiens qui m'invitent chez eux. Ils me donnent à manger et un lieu pour dormir. Lisa, Vital et Vicky ne parlent pas anglais, donc le traducteur nous aide bien. Ils vivent grâce à leur petite ferme et leurs quelques animaux. Je suis rapidement adopté. Mes hôtes sont comme la majorité des Ukrainiens orthodoxes. Ce soir, Vital me montre les nombreuses plantes comestibles de son village. Ici, on prend le temps de vivre. On profite du présent. Les enfants jouent dans les rues, pendant que les parents boivent le café sur une vieille Lada. Cette petite communauté semble avoir trouvé le secret du bonheur. Je quitte ce coin de paradis avec un sac bien rempli. Je traverse les frontières et entre en Roumanie, où certains se déplacent encore en charrette. Le Danube sert de frontière entre la Roumanie et la Serbie. Je le traverse pour emprunter les magnifiques routes serbes. Enfin, me voici au sud de la Croatie, où je vais passer quelque temps avec ma famille en vacances. En Croatie, on trouve bon nombre de criques désertes. Les montagnes servent de rempart naturel entre la mer et l'intérieur des terres. Les villages croates sont pittoresques et la nature envoûtante. En s'enfonçant à l'intérieur des terres, on peut découvrir les bijoux inestimables que sont les parcs naturels et leurs cascades. C'est avec l'aide du temps que l'eau a sculpté le calcaire pour créer ce chef-d'œuvre et ses eaux turquoises. Les villages sont charmants, avec leur architecture d'antan et leurs pierres blanches. Nous allons passer quelques jours sur l'île de Vis. Puis, nous prenons un petit bateau pour aller explorer les Kornati, cet archipel de 140 îles. J'ai l'impression d'être dans un autre monde.
C'est déjà la fin des vacances pour ma famille et je repars reposé pour suivre mon périple. Avec joie, je retrouve ma routine et mes petites habitudes. Le stop, c'est parfois attendre des heures sous un soleil de plomb, mais la persévérance finit toujours par payer. Me voici en Slovénie, au pied des Alpes, dans un cadre somptueux. Voyager en sac à dos demande un peu d'adaptation, mais cette liberté n'a pas de prix. « 3 €, c'est ce que m'ont coûté ces provisions qui me dureront plusieurs jours. Une fois les Alpes traversées, je m'arrête dans un petit village autrichien et j'ai la chance de voir se produire un orchestre en plein air sur la place du village. Je prends de la hauteur pour apprécier le paysage, savoure les délicatesses architecturales et profite de l'instant présent. Je me promène dans Salzbourg, ville qui a vu naître et grandir Mozart dans cette maison. Ici aussi les rues sont raffinées. Celui qui est attentif trouvera toujours une opportunité pour boire et se nourrir. Je quitte l'Autriche pour l'Allemagne avec tous ces panneaux solaires. Ce soir, je donne un coup de main à mon hôte et le lendemain, après avoir vu les usines des célèbres marques allemandes, je marque fièrement France sur mon panneau. Il n'y a plus que le Rhin qui me sépare de mon pays natal et c'est avec joie que je le franchis. Après presque 7 mois de voyage, il est temps pour moi de rentrer à la maison. En effet, mon équipement a bien souffert. Mes semelles sont complètement usées, mes chaussures trouées, mon sac bricolé et mes affaires rafistolées. Enthousiaste, je coupe par la Suisse, franchis les Alpes et traverse le Massif central. Ce matin, je me réveille tout près du but et enfin, j'atteins l'autre côté du Tarn. Heureux, je savoure plus que jamais ces paysages.